fait un choix et puis on s'oriente dans une voie qui sera définitive. Par exemple, vous auriez pu choisir la comédie française plutôt que Robert Hossein. Oui, c'est une époque, c'est une décision qui appartient à une époque très précise. Nous sommes en 71, on est très près des années 68. J'ai été un 68ard acharné. J'en aime encore d'ailleurs, je revendique certains slogans de 68, certaines prises de parole, prises de conscience. Je les revendique encore maintenant et surtout maintenant. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu excessif dans nos propos. Et j'étais un marxiste-léniniste, sans trop savoir d'ailleurs ce que ça voulait dire très exactement. Et toujours est-il que pour nous, d'une part, la comédie française, c'était le théâtre bourgeois, c'était complètement, ça voulait strictement rien dire, mais c'était comme ça faisait partie du langage de l'époque. Et le TNP, c'était le théâtre de gauche, voilà, c'était le théâtre populaire. Donc, lorsque je me suis retrouvé à la sortie du conservatoire avec en effet un prix qui m'honorait, dont je suis encore fier, qui était le prix d'excellence, naturellement, j'avais les portes grandes ouvertes de la comédie française. Et j'ai dit non, c'est un théâtre bourgeois, ça m'emmerde, etc. Bon, j'ai été très excessif et très crétin, mais en même temps, il y avait quelque chose que je n'aimais pas, c'était le fait à l'époque, il y avait la vraie alternance. C'est-à-dire que le lundi, vous jouiez Alceste, le mardi du Marivaux, le mercredi du Beaumarchais, et jeudi du Shakespeare. Donc c'était des petits ou des grands rôles. Et alors même que moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'un rôle vous pénètre, vous rentre dans les veines, dans le corps, vous transforme, vous bouge, enfin vous transforme pas totalement, mais vous bouge énormément. J'aime bien ce long temps qui fait que vous progressez, comme disait Giorgio Strehler, un très grand metteur en scène. Ça n'est qu'au bout d'une quarantaine de représentations qu'on commence à être bien dans un rôle. Ça m'est resté. Voilà, et j'aime être bouffé par mon rôle, et bouffé de temps en temps. Alors on va revenir. Il y a la formation aussi importante. Vous évoquez à plusieurs reprises le cours Florent. Alors, oui, parce que le cours Florent a été non seulement important pour moi, mais pour tous les gens que vous connaissez désormais dans le paysage cinématographique français ou théâtral, sont plus ou moins peu au Proust, tous passés au cours Florent, mais tous. Et moi, j'ai connu le cours Florent à ses débuts, c'était dans un cours municipal, c'était dans une classe, une salle de classe, un peu comme ça, qui sentait la craie, et le tableau, et on était une dizaine, et il y avait un fou qui s'appelait Huster, il y avait une jeune femme qui sera future sociétaire honorable de la Comédie Française, Catherine Ferrand, il y avait Sabine Azéma, il y avait Jacques Spisser, il y avait des gens comme ça, et on était très peu, on payait 3 000 francs à l'époque de droits de cotisation annuels, ça ne coûtait rien, c'était un cours municipal. Et puis François Florent avait tel regard, c'était un IRM, c'était un type qui voyait tellement, de façon tellement juste les acteurs, qui voyait tellement ce qu'ils cachaient, et qui voyait tellement leur façon de se planquer, qu'il est devenu ce qu'il devait être. Hein. On ne devient que ce que l'on est. Il est devenu un très grand professeur. Très vite, il a pris un cours privé, et puis très vite, c'est devenu un des cours les plus importants d'Europe, et reconnu dans le monde entier. Alors après, c'est devenu autre chose. Ça n'était plus son génie particulier d'acteur, qui était formidable, mais une organisation d'une école qui était plutôt une organisation extrêmement ouverte, éclectique, sur tous les domaines, qui allait chercher des écrivains, des auteurs contemporains, des metteurs en scène. Enfin, c'est un travail tout à fait admirable qui a été fait là-bas. Est-ce qu'il y a un équivalent aujourd'hui ? Forcément. C'est-à-dire que, vous savez, moi je pense qu'il y a d'abord l'organisation des choses, mais tout part souvent d'un individu et du talent profond d'un individu. Est-ce qu'il y a un nouveau Florent ? Sans aucun doute, mais un Florent 2023, avec notre époque, notre langage, nos moyens différents de nous exprimer, de communiquer, ou de justement croire qu'on communique et de ne pas communiquer. Voilà, c'est sans doute quelqu'un qui est pas loin de moi, que je ne connais pas, parce que moi je suis d'une certaine époque, et il ne faut pas jouer, faut pas essayer d'être jeune, il faut respecter totalement cette espèce de formidable regard de la jeunesse, sans s'en abreuver, mais il faut pas essayer de jouer jeune, pour que l'arbre bourgeonne, il lui faut des racines, dit le proverbe, c'est très bon. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'un jeune acteur pourrait avoir aujourd'hui un parcours un peu similaire un jeune acteur de nos jours n'aura jamais une trajectoire comme la nôtre. Notre trajectoire était beaucoup plus aisée, beaucoup moins
Enfin, c'était très 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 différent. En même temps, on avait d'autres oppositions qu'il y a plus maintenant de la même façon. Maintenant, c'est le miroir aux alouettes. Le cinéma est grand ouvert. D'ailleurs, c'est bien et c'est dangereux, mais c'est bien aussi parce que c'est un terrain d'expression formidable. Nous, à notre époque, on était considérés comme des saltimbanques et on nous disait trouve-toi un métier avant d'être acteur. Bon, voilà. Et puis, c'était enferré dans des espèces d'une misogynie assez effroyable. Non, c'était une époque qui avait ses difficultés, qui avait ses défauts, mais qui avait aussi une grande qualité. C'était par exemple le respect forcené de l'art de la diction, que je trouvais très très beau. Il y a eu des grands maîtres comme Jouvet, comme Henri Roland, comme des gens absolument magnifiques qui ont moi énormément marqué dans mon rapport avec ce qui fait qu'on est des hommes, c'est avec le langage, tout simplement. Et comment on fait pour se décider de passer du rôle de joueur à celui d'entraîneur, c'est-à-dire d'acteur à directeur d'un centre? Alors, je sais toujours pas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai été très impressionné par Robert Hossein lorsqu'il s'est emparé, et c'est grâce à Jacques Villeray d'ailleurs, parce que pour moi, comme j'étais extrême gauche toujours à cette époque, Hossein c'était le prototype de l'acteur capitaliste et bourgeois. Il jouait dans Marquise des Ganges, qui est un film commercial épouvantable, enfin bon bref, des bêtises. Et je ne croyais pas du tout à cet homme-là. Et Villeray, en qui j'avais une confiance folle et dont j'étais dingue, et dont je suis encore dingue, même par-delà le ciel, me dit non, tu devrais le voir, je te jure, c'est un homme totalement fou, il va te plaire, il a l'âme russe. Et si Villeray me disait quelque chose comme ça, j'allais tout de suite voir. Parce que Villeray connaissait le monde, il connaissait les hommes de façon magnifique. Et donc j'ai été voir Hossein et j'ai eu le coup de foudre. Complètement fou, un dingue absolu. Et ce dingue absolu a fait que le lendemain, j'ai refusé la Comédie Française et j'ai décidé d'aller le suivre à Reims. Et là, c'est quand même un type qui a osé faire des trucs du style mettre des banderoles dans tout Reims, où c'était marqué du théâtre, comme vous n'en verrez qu'au cinéma, il faut quand même le faire. C'était dingue, on était tous, moi je jouais Raskolnikov qui était le rôle principal et je poussais les décors avec tout le monde, on avait des bras comme ça énormes après tellement mais c'était de la folie totale. Il y avait de l'hémoglobine dans la hache pour tuer la vieille dans Crime et Châtiment, c'était du grand guignol, c'était du grand théâtre populaire, c'était tout à la fois, c'était de très mauvais goût et magnifique en même temps, et surtout ça a créé une adhésion populaire à un type de théâtre qu'on n'osait plus faire et qui ensuite a fidélisé les gens au théâtre et d'une façon plus générale. Voilà. Alors, vous avez évoqué Jacques Villeray, vous le placez quand même au niveau des plus grands comiques, aux côtés des... Enfin, oui, comiques, oui, mais de toute façon, les grands comiques sont des immenses acteurs, mais c'est vrai que Villeray, hélas, il a eu le destin qu'on connaît, mais c'était sans doute en tout cas l'un des plus doués, sinon le plus doué d'entre nous. Il y avait chez lui quelque chose d'évident, comme chez Michel Simon, comme chez Charles Hofton, tout ça. Un battement de cils de Villeray, d'ailleurs c'est ce que je dis dans mon livre, et la salle explose de rire. Ça, on n'y peut rien. Je pense qu'on peut dire de Villeray qu'il avait une forme de génie, absolument. Vous avez pris un passage sur Villeray? Ah oui. Alors moi, ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas faire des passages. C'est toujours des chapitres, mais ça va aller. C'est bien parce que pendant ça va. Pendant ce temps-là, comme ça, vous vous reposez, puis voilà. Vous réfléchissez à la prochaine question. Alors donc, vous tous qui connaissez, c'est Jacques, on va y aller. Jacques n'est pas gros, mais carré, comme la terre est ronde. Il est la face cachée de la lune, la moitié du cœur dans le noir. À force de vouloir s'effacer, sa délicatesse se déchire, sa bonté se met en boule, le monde n'est plus qu'une plante carnivore, il souffre et boit. Sur 2 planètes bleues perdues dans l'univers, ses cils longs et noirs cousent ses paupières au petit matin, lorsque Jacques, à bout de souffle, s'écroule. Son père était resté en Algérie, entre le désert et le grand large. Sa mère l'éduqua à Saint-Pierre-des-Corps, célèbre gare de triage près de Tours. C'est là, disait-il, qu'il avait écouté Jacques Brel dans un cinéma de quartier, du brut,
Un micro sur pied, une rampe, 2-3 vieux projecteurs, une scène minuscule, un piano, 3 musiciens, et le monstre entre en scène, articule comme on casse des noix, drape les mots, leur botte le cul, caresse leur croupe et baisse leur encolure. Il en fait trop pour ceux qui n'en font pas assez. C'est là que le petit Jacques et le grand Jacques se rencontrent. Le timide réservé est roulé par les vagues, il colle l'oreille au ventre des chansons, comme s'il reconnaissait le tumulte de ses entrailles. Un monde de honte et de misère tue. Je l'ai connu plus tard au Conservatoire national d'art dramatique. Au lendemain de mai 68, le Parisien était 68 arts. Le provincial avait espéré que l'armée ferait le ménage dans la capitale. Au bistrot du Conservatoire, ce n'était plus le sujet. La vieille société avait étouffé la nouvelle, l'imagination avait déserté les rues, les boutiques de fringues remplaçaient les librairies, et la télévision, disait Pompidou, était la voix de l'État. Pendant ce temps, Jacques Villeray prenait son demi sur le zinc avec un air de vieux client. Rien ne lui échappait des gens. Les fausses attitudes des élèves de théâtre ne méritaient qu'une attention distraite. La faune du quartier des Folies Bergères le passionnait plus avec ses figures. L'alcoolo qui trempe son croissant dans du pastis, l'employé de banque avec son pull jacquard qui lui le trempe dans son grand crème. Mémène et Albert qui s'engueulent tous les jours. Albert, prends un diabolomante, ça changera. Mémène, ferme ta gueule, ferme ton cul. Réplique d'une pièce qui se joue à heure fixe, et puis les ouvriers d'un chantier proche, la banque, la poste, le facteur et sa sacoche pleine d'amour et de factures, le personnel du conservatoire, les petites mains, mais jamais les profs. Jacques, mystérieux et souverain, voyait tout ce peuple comme un chat qui se faufile dans la nuit des gens. Je suis en deuxième année, Jacques Villeray, John Balmer, Nathalie, André Dusselier, Nathalie Baye en première. John c'est Jean-François Balmer, a décidé de s'appeler Jean-François pour que son nom soit plus long sur l'affiche. Nous continuons à l'appeler John car il parle un anglais d'Oxford. Personne ne sait son vrai prénom. Il est secret comme une banque suisse. D'ailleurs, il est suisse et montagnard. John et Jacques Villeray fraternisent. L'un fait rire d'un regard, l'autre provoque d'une phrase. Ils se sont trouvés au bout des bars, rescapés et solitaires. Ils se trouvent moches et me trouvent beau. Je bois par foucade, eux par nécessité. Je les gronde parfois et fais de grands discours sur le théâtre et la vie. Alors Jacques m'appelle la vieille. John pilonne mes sentences. Chacun dans nos classes, c'est dans les bistrots que les liens se nouent. Nathalie, c'est le sourire des premières roses, une énergie de cascade, un entêtement joyeux à se moquer avec tendresse de nos spleens de vieux jeunes gens. Elle est notre marraine, parfois du bistrot du matin, discipline de danseuse oblige, elle est rarement de celui du soir. Le Sherwood, c'est le saloon, le bar des putes et des truands, des acteurs qui se plaignent et de ceux qui triomphent, des dragueurs impénitents et des malheureux en amour, des refaiseurs de monde ou de matchs de football. C'est un shaker géant de l'existence, une cave où l'aube, coincée au premier étage, ne passe pas. Une nuit, Jacques s'est endormi sur une banquette. John invective mollement les derniers clients. L'un se fâche, il est armé, c'est un souteneur de Pigalle. Le patron s'interpose, c'est Georges, un Corse plus vrai que nature qui sort John d'un mauvais film. John pleure de rire et parle en anglais. Ce sera son fait d'armes, moi je suis rentré depuis longtemps. Nos cours commencent à 9h du matin chez notre prof. Les filles, dont Nathalie, sont d'un côté, les garçons de l'autre. Nous préparons le concours de fin d'année. J'ai demandé à Jacques de venir me donner la réplique dans Le Malade imaginaire. Il jouera Argan, moi son frère Bérald. Nous attaquons la scène. Il est à peine audible, mais tout est juste. Il ne force rien, ne peut rien forcer, n'a rien à forcer. La grâce est déjà là, malgré lui. Quoi qu'il fasse, elle est la plus forte. La scène terminée, le prof ne fait aucun commentaire. Il regarde Jacques en souriant. « Merci mon gars. »« Tu es chez qui ?»« Chez Louis Seigné, monsieur. »« Bien, bien, eh ben, retourne-y travailler, on reverra cette scène plus tard. » Jacques sort. Le silence est lourd et pur. « Mon cher Jacques, me dit le prof, décidément tu es fou. Comment peux-tu prendre une telle réplique pour ton concours ? Mes enfants, vous avez vu ce matin toute l'injustice de notre métier. Ce garçon n'a pas de physique.
On ne l'entend pas, il est triste, on se demande comment il a pu être admis dans notre école. Il ne fera jamais rien. Et il va mettre ta scène en l'air. Nos regards se croisent avec Nathalie, elle ne sourit plus. Jacques et moi répétons seuls dans notre coin. Le jour des essayages de costumes, je les découvre, un bonnet de nuit sur la tête, une ou deux mimiques, nous éclatons tous de rire. Me vient alors une idée. Jacques, si nous sentons que la scène est très drôle, nous changeons la fin, je te ferai un signe pour conclure en partant dans les rires. Si le public est, disons, attentif ou réservé, nous conclurons sur une note plus dramatique. La médecine, cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, mais pour lui, Molière, il n'a de la force que pour porter son mal. Dernière réplique de la scène. Oui, si tu veux, mais bon, on verra. D'accord, ma vieille. Le jour du concours, la salle est bondée. Mon prof résigné et la scène annoncée. Quand le rideau s'ouvre, Jacques est en scène. La salle sourit. Je dois rentrer, l'air préoccupé, ne sachant pas comment aborder mon frère pour lui adresser de vifs reproches sur le mariage de sa fille. Dès mes premiers pas, Jacques se retourne vers moi, puis regarde le public. La salle explose de rire. Jacques n'a rien fait, aussi peu, juste lever les yeux au ciel. Toute sa vie, Jacques lève les yeux au ciel et les salles de théâtre et de cinéma se mettent à rire. À la fin, je lui fais signe, le signe prévu, et nous terminons la scène en continuant de nous chamailler en coulisses. Rire, rappel et bravo se mêlent. Jacques fut reconnu et fit du bien au public populaire. Mais au fil des jours, la blessure s'aggravait, l'alcool prenait son sang et son cœur tout rouillé se trouait de partout. Sobre, il redevenait le sage, l'helléniste modeste, possédait la mémoire puissante et bonne des médecins de campagne. Nous l'aimions tant. Ce Vania, qui n'a jamais joué Tchekhov, cet Alceste que je voulais tant qu'il joue et qui n'a jamais joué Molière, ce Sganarelle qui était là à 2 pas de moi et que je n'ai pas pris quand j'ai réalisé Don Juan, il est trop le personnage, osais-je prétendre. Serge Rousseau, notre agent, s'occupait paternellement de Jacques. Il n'eut qu'un mot, quand je fis ce refus, « Tu es con ». Oui, il avait raison. Jacques avait la fragilité des monstres, la légèreté de l'air, le muscle des orages et les pas d'inondés. La dernière fois que je l'ai vu au bout de quelques verres, la mort lui mangeait les yeux. Ce regard bleu pâle où se prélassaient les heures tristes d'une fin d'été tournait sur lui-même comme une toupie lancée par le diable. Jacques crachait le monde, le vomissait, le doigt de la haine dans la bouche comme le poison qui le tuait à petit feu. Nous fuyions, il nous poursuivait en voiture ou par téléphone. La nuit étouffait la cavalcade du désespoir. On le retrouvait le matin, le cul posé au bord du caniveau. C'était son bord de mer. Quelques mois avant sa mort, il semblait plus apaisé. Il était aimé et aimait, mais il avait allumé la mèche trop tôt. Le bleu de ses yeux peignait son visage, les bâtons de dynamite l'enveloppaient. Et merde, trop tard. Jacques a explosé, un feu brûle sur la fin de la terre.